Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut vous faire économiser des milliers d'euros ou au contraire vous coûter très cher si vous le prenez à la légère. Comment acheter une voiture d'occasion sans tomber dans les pièges classiques ? Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer non seulement comment choisir la bonne voiture, mais aussi comment repérer les signaux d'alerte que beaucoup de vendeurs préfèrent cacher, comment négocier sans vous faire balader et comment éviter cette erreur terrible que l'on découvre souvent trop tard quand le paiement est déjà fait et que la voiture commence à vous ruiner. Mon objectif dans cette vidéo, c'est que vous puissiez regarder une annonce, parler avec un vendeur, inspecter une voiture et prendre une décision avec calme, méthode et confiance, même si vous n'êtes pas mécanicien. Quand j'achète une voiture d'occasion, la première chose que je me rappelle, c'est qu'une belle carrosserie ne raconte jamais toute l'histoire. Une voiture peut briller au soleil, avoir des pneus bien noirs, un intérieur parfumé, une annonce très séduisante et pourtant cacher un entretien négligé, un kilométrage douteux, un accident mal réparé ou des frais énormes à venir. À l'inverse, une voiture un peu poussiéreuse avec deux petites rayures et un vendeur qui ne sait pas faire de belles photos peut être une excellente affaire si elle a été entretenue sérieusement. C'est pour ça que je ne veux jamais acheter avec les yeux seulement. J'achète avec ma tête, avec mes questions, avec mes vérifications et surtout avec la patience nécessaire pour ne pas tomber amoureux trop vite d'un modèle. Avant même de chercher une annonce, je définis mon vrai besoin. Je me demande comment je vais utiliser la voiture au quotidien. Est-ce que je fais surtout de la ville avec des trajets courts, des places de parking serrées et beaucoup de démarrage à froid? Est-ce que je roule sur autoroute toutes les semaines? Est-ce que j'ai besoin de place pour des enfants, une poussette, du matériel, un chien, des valises? Est-ce que je veux une voiture économique, confortable, familiale, sportive, discrète ou simplement fiable et facile à revendre? Cette étape paraît simple, mais elle évite beaucoup de mauvais choix. Acheter un gros diesel pour faire 3 km par jour en ville, c'est souvent une mauvaise idée. Acheter une citadine minuscule alors qu'on part souvent chargé sur de longs trajets, c'est se fatiguer et regretter rapidement. Une bonne voiture d'occasion, ce n'est pas seulement une voiture pas chère, c'est une voiture adaptée à votre vie. Ensuite, je fixe un budget réaliste. Et quand je dis réaliste, je ne parle pas seulement du prix affiché dans l'annonce. Le vrai budget comprend le prix d'achat, l'assurance, la carte grise, le carburant, les pneus, l'entretien, les éventuelles réparations et une marge de sécurité pour les surprises. Je conseille toujours de ne jamais mettre tout son argent dans l'achat lui-même. Si vous avez 10 000 euros, acheter une voiture à 10 000 euros pile peut sembler tentant, mais c'est dangereux. Une voiture d'occasion, même très saine, peut demander une révision, 2 pneus, une batterie, des plaquettes de frein ou une distribution à prévoir. Je préfère acheter un peu moins cher et garder une réserve. Cette réserve, c'est votre tranquillité. Elle vous évite de transformer une bonne affaire en source de stress dès le premier mois. Quand je commence à chercher, je ne me limite pas à une seule annonce ni à un seul modèle, je compare. Je regarde les prix moyens, les kilométrages, les années, les versions, les motorisations, les équipements et je me fais une idée du marché. Si une voiture est beaucoup moins chère que toutes les autres, sans raison claire, je ne saute pas dessus comme si j'avais trouvé un trésor. Je me demande pourquoi, peut-être que le vendeur est pressé, peut-être que la voiture a besoin de travaux, peut-être que l'historique est incomplet, peut-être qu'il y a un problème administratif. Le prix trop bas est parfois une opportunité, mais il est aussi souvent un signal d'alerte. À l'inverse, un prix élevé ne garantit rien. Certains vendeurs demandent cher parce que la voiture est propre et bien suivie, d'autres demandent cher parce qu'ils espèrent tomber sur quelqu'un qui ne compare pas. L'annonce elle-même donne déjà beaucoup d'informations. Je fais attention aux photos, mais aussi à ce qui n'est pas montré. Une annonce sérieuse montre la voiture sous plusieurs angles, l'intérieur, le tableau de bord, le kilométrage, les sièges, les jantes, parfois le carnet d'entretien ou des factures. Si les photos sont floues, prises de nuit, sous la pluie ou toujours du même côté, je reste prudent. Je lis aussi le texte avec attention, des phrases comme « petit problème sans importance »,« prévoir une bricole »,« vendu en l'état »,« voyant allumé mais rien de grave » ou « contrôle technique à faire » ne doivent jamais être ignorés.
Ce sont parfois des détails, mais parfois ce sont des portes ouvertes vers des dépenses importantes. Je préfère une annonce honnête qui dit clairement les défauts à une annonce trop parfaite qui ne mentionne rien. Avant de me déplacer, j'appelle le vendeur. Cet appel est très important parce qu'il me permet de sentir la cohérence de son discours. Je demande depuis combien de temps il possède la voiture, pourquoi il la vend, si l'entretien est à jour, s'il y a des factures, si le contrôle technique est récent, si la voiture a eu des accidents, si elle dort dehors ou dans un garage et s'il y a des frais à prévoir. Je n'agresse pas le vendeur, je reste poli, mais je pose des questions précises. Un vendeur honnête peut ne pas tout savoir, surtout s'il n'est pas passionné d'automobile, mais il répond généralement avec naturel. Si la personne change de sujet, minimise tout, refuse de donner des détails ou me presse de venir avec l'argent parce que beaucoup de gens sont intéressés, je ralentis. La pression est l'ennemi d'un bon achat. Je fais aussi très attention à l'identité du vendeur. Acheter à un particulier peut être une excellente option, mais je veux que le vendeur soit bien le propriétaire, que son nom corresponde aux documents et que la situation soit claire. Si quelqu'un vend la voiture pour un ami, pour un cousin ou parce que le propriétaire n'est pas disponible, je redouble de prudence. Ce n'est pas forcément une arnaque, mais c'est une complication. Avec un professionnel, je regarde aussi la réputation, les garanties proposées, l'état général du parc, la manière dont on me parle et la transparence sur l'origine des véhicules. Un professionnel sérieux n'a pas peur des questions. Il sait que la confiance fait partie de la vente. Le jour du rendez-vous, j'essaie de voir la voiture en plein jour sur un sol plat avec un moteur froid. Le moteur froid est important parce que certains problèmes se voient surtout au démarrage. Si le moteur est déjà chaud quand j'arrive, je demande pourquoi. Peut-être que le vendeur vient de l'utiliser, mais peut-être aussi qu'il veut éviter un démarrage difficile, une fumée suspecte ou un bruit inquiétant. Je prends mon temps autour de la voiture, je regarde l'alignement des éléments de carrosserie, les écarts entre les portes, le capot, les ailes, le coffre. Je cherche des différences de teinte, des traces de peinture, des vis marquées, des joints déplacés. Je ne cherche pas une voiture neuve. Une voiture d'occasion peut avoir des rayures, des impacts, des petites bosses. Ce que je cherche, ce sont les signes d'un choc important ou d'une réparation mal faite. Je regarde les pneus parce qu'ils parlent beaucoup. Des pneus usés de façon irrégulière peuvent indiquer un problème de géométrie, d'amortisseur, de suspension ou de direction. Des pneus de marques différentes sur le même essieu peuvent montrer un entretien fait à l'économie. Des pneus très vieux, même avec du dessin, peuvent être dangereux. Je vérifie aussi les jantes, les disques de frein visibles, les traces de fuite sous la voiture, les bas de caisse, les passages de roues et si possible le dessous. La rouille n'a pas la même gravité selon son emplacement. Un peu de corrosion de surface sur certaines pièces peut être normal avec l'âge, mais de la rouille perforante sur la structure, les longerons ou les points d'ancrage doivent me faire réfléchir sérieusement. À l'intérieur, je regarde l'usure en fonction du kilométrage annoncé. Un volant très lisse, un siège conducteur affaissé, des pédales très usées et un pommeau de vitesse fatigué sur une voiture qui prétend avoir peu de kilomètres. Cela m'interpelle, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un indice. Je teste tout ce que je peux tester. Les vitres électriques, la climatisation, le chauffage, l'écran, les commandes au volant, les rétroviseurs, les phares, les clignotants, les essuie-glaces, le verrouillage, les sièges, les radars de recul, la caméra, le toit ouvrant, s'il y en a un. Beaucoup de gens n'osent pas tester parce qu'ils ont l'impression de déranger. Moi, je préfère déranger 5 minutes avant l'achat plutôt que regretter pendant des mois. Une voiture, ce n'est pas seulement un moteur, l'électronique peut coûter cher aussi. Sous le capot, je ne prétends pas voir tout ce qu'un mécanicien verrait, mais je peux quand même observer des choses simples. Je regarde si le compartiment moteur est anormalement propre, comme s'il venait d'être lavé pour enlever des traces de fuite, ou au contraire s'il y a de l'huile partout. Je regarde les niveaux si c'est possible, l'état visuel des durites, les traces autour du moteur, l'odeur éventuelle de carburant ou de liquide de refroidissement. Je fais attention à la couleur des fumées, au démarrage et à l'échappement. Une fumée légère par temps froid peut être normale, mais une fumée bleue, blanche, persistante ou noire excessive doit alerter. J'écoute le moteur au ralenti. Il doit tourner de manière régulière, sans claquements inquiétants, sans vibrations exagérées, sans voyants au tableau de bord qui restent allumés.
Les documents sont aussi importants que la mécanique. Je veux voir la carte grise, le contrôle technique quand il est obligatoire, le carnet d'entretien s'il existe, les factures, les rapports disponibles et tout ce qui permet de reconstruire l'histoire du véhicule. Une facture vaut souvent mieux qu'une phrase rassurante. Quand quelqu'un me dit la distribution a été faite, je demande la facture. Quand on me dit la révision est récente, je demande où et quand. Quand on me dit aucun frais à prévoir, je demande ce qui a été fait récemment pour pouvoir l'affirmer. L'entretien doit être cohérent avec l'âge et le kilométrage. Une voiture moderne qui n'a pas eu de vidange depuis trop longtemps, même si elle roule encore bien, peut avoir souffert. Un entretien régulier est l'un des meilleurs signes d'un propriétaire soigneux. Je vérifie aussi la cohérence du kilométrage. Les factures successives, les contrôles techniques et les documents d'entretien doivent raconter une histoire logique. Si la voiture avait 150 000 kilomètres il y a 2 ans et 130 000 aujourd'hui, il y a un problème évident. Mais parfois, les incohérences sont plus subtiles. Des trous de plusieurs années sans aucun document, un vendeur incapable d'expliquer l'historique, une voiture importée sans papier clair ou un compteur qui ne correspond pas à l'état général, tout cela mérite une grande prudence. Je ne dis pas qu'il faut refuser automatiquement chaque voiture avec un historique incomplet, mais il faut intégrer ce risque dans la décision et dans le prix. L'incertitude se paie moins cher, jamais plus cher. L'essai routier est indispensable. Je n'achète jamais une voiture d'occasion sans l'essayer, sauf situation très particulière et avec toutes les protections nécessaires. Pendant l'essai, je veux conduire moi-même, pas seulement être passager. Je commence doucement, j'écoute les bruits, je sens l'embrayage si c'est une boîte manuelle. Je vérifie que les vitesses passent bien, que la voiture démarre sans hésitation, qu'elle ne cale pas, qu'elle ne tire pas d'un côté, que le volant reste droit, que les freins ne vibrent pas. Je teste la voiture en ville, sur route et si possible à vitesse plus élevée. Certains problèmes n'apparaissent qu'à 90 ou 110 km par heure. Une vibration dans le volant, un bruit de roulement, une boîte qui accroche, un turbo qui siffle de manière excessive, une température qui monte trop, ce sont des indices à prendre au sérieux. Je fais attention à mes sensations. Une voiture peut être techniquement correcte mais ne pas me convenir. Peut-être que la position de conduite me fatigue, que la visibilité est mauvaise, que la boîte est désagréable, que le moteur manque de souplesse, que le coffre est trop petit ou que le confort ne correspond pas à mes trajets. Il vaut mieux s'en rendre compte avant d'acheter. Je sais que l'excitation peut nous faire accepter des défauts que l'on regrettera ensuite. Pendant l'essai, je garde donc une part de froideur. Je ne suis pas là pour me convaincre que la voiture est parfaite. Je suis là pour découvrir la vérité. Si je ne suis pas sûr de moi, je fais appel à quelqu'un de compétent. Cela peut être un ami mécanicien, un garage indépendant ou une inspection avant achat. Oui, cela peut coûter un peu d'argent, mais comparé au prix d'un moteur, d'une boîte de vitesse, d'un système hybride, d'un embrayage ou d'un turbo, c'est souvent une excellente assurance. Beaucoup d'acheteurs veulent économiser sur l'inspection et finissent par payer une réparation énorme. Moi, je préfère payer pour savoir, et si le vendeur refuse catégoriquement toute inspection, je veux comprendre pourquoi. Un refus n'est pas toujours suspect, mais il peut l'être surtout si la voiture est chère ou si le discours du vendeur semble trop contrôlé. La négociation doit venir après les vérifications, pas avant. Je ne négocie pas dans le vide, je négocie avec des éléments concrets. Si les pneus sont à remplacer, si la révision approche, si la carrosserie a des défauts, si le contrôle technique mentionne des points à surveiller, si l'historique est incomplet, je peux en parler calmement. Je ne cherche pas à humilier le vendeur ni à obtenir une baisse irréaliste. Une bonne négociation, c'est une discussion basée sur la réalité. Je montre que je suis sérieux, que je connais le marché et que mon offre a une logique. Si le vendeur refuse et que le prix reste trop haut pour le risque, je pars. C'est une phrase simple, mais elle est difficile à appliquer. Il faut être prêt à partir. Tant que vous n'êtes pas prêt à partir, vous négociez avec faiblesse. Le paiement doit être sécurisé. Je ne viens pas avec une grosse somme en liquide pour une transaction importante. Et je ne paie jamais avant d'avoir vu la voiture, les documents et le vendeur. Je m'assure que le moyen de paiement est clair, traçable et accepté par les deux parties. Je fais attention aux faux virements, aux chèques douteux, aux promesses compliquées, aux situations où l'on me demande d'envoyer un acompte rapidement pour bloquer la voiture. Un petit acompte peut parfois se comprendre, mais seulement avec une preuve écrite, une identité claire et une confiance raisonnable. Si l'histoire devient trop urgente, trop confuse ou trop émotionnelle,
émotionnel, je ralentis. Les arnaques, ça fonctionne souvent parce qu'elles créent la peur de rater une bonne affaire. Au moment de la vente, je vérifie que tous les documents sont correctement remplis. Le certificat de cession, la carte grise barrée selon les règles, le contrôle technique valable quand il est nécessaire, les clés disponibles, les factures promises, le carnet, les accessoires importants, tout doit être là. Je vérifie le numéro d'immatriculation, le numéro de série si possible et la cohérence entre la voiture et les documents. Je ne pars pas avec des promesses floues du type « je vous enverrai la deuxième clé plus tard » ou « je retrouverai les factures ». Peut-être que le vendeur est sincère, mais une fois l'argent versé, votre pouvoir de négociation diminue fortement. Ce qui est important doit être réglé avant la conclusion. Après l'achat, je ne me contente pas de rouler en me disant que tout est terminé, je fais une prise en main intelligente. Je programme rapidement une révision si l'entretien n'est pas parfaitement clair. Je vérifie les niveaux, la pression des pneus, l'état des balais d'essuie-glace, l'éclairage, les freins si j'ai un doute, et je lis le manuel pour comprendre les particularités du modèle. Je garde toutes les factures à partir du premier jour. Une voiture bien suivie se revend mieux, mais surtout elle vieillit mieux. L'entretien préventif coûte souvent moins cher que la réparation d'urgence. Une vidange faite à temps, un liquide de refroidissement surveillé, des pneus corrects, des freins en bon état, ce sont des choses simples qui protègent votre sécurité et votre portefeuille. Je veux aussi parler des motorisations parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Essence, diesel, hybride, électrique, chaque choix a ses avantages et ses contraintes. Je ne crois pas aux réponses universelles. Le bon choix dépend de vos trajets, de votre budget, de votre accès à la recharge, de votre kilométrage annuel, des restrictions de circulation dans votre région, du coût de l'entretien et de la fiabilité du modèle précis. Un diesel peut être excellent pour quelqu'un qui roule beaucoup sur route, mais moins adapté à des petits trajets urbains répétés. Une essence peut être simple et agréable, mais consommer davantage sur autoroute selon le modèle. Une hybride peut être très économique en ville si elle a été bien entretenue. Une électrique peut être formidable si vous rechargez facilement et si l'autonomie correspond à votre usage. Ce que je refuse, c'est d'acheter une technologie parce qu'elle est à la mode sans vérifier si elle correspond à ma réalité. Il faut aussi se renseigner sur les défauts connus du modèle visé. Toutes les voitures ont des points forts et des faiblesses. Certaines motorisations ont des chaînes de distribution fragiles. Certaines boîtes automatiques demandent un entretien précis. Certains moteurs consomment de l'huile. Certains systèmes électroniques vieillissent mal. Certaines suspensions coûtent cher. Le but n'est pas de devenir paranoïaque. Le but est de savoir quoi regarder, quelle facture demander et quels symptômes prendre au sérieux. Une voiture avec un défaut connu peut rester un bon achat si le problème a été corrigé, si l'entretien est prouvé et si le prix est cohérent. Le danger, c'est d'acheter sans savoir. Il y a un autre piège très fréquent, acheter uniquement le kilométrage. Beaucoup de gens pensent qu'une voiture avec peu de kilomètres est automatiquement meilleure qu'une voiture plus kilométrée. Ce n'est pas toujours vrai. Une voiture qui a peu roulé mais seulement sur de très courts trajets, sans entretien régulier, peut être fatiguée d'une manière différente. Un véhicule qui a fait beaucoup d'autoroutes, entretenu à temps, avec des factures complètes, peut être plus sain qu'une voiture plus récente et moins kilométrée mais négligée. Le kilométrage est une information importante, pas une vérité absolue. Je regarde l'ensemble, âge, usage, entretien, propriétaire, état, historique, prix. Je me méfie aussi des émotions. Une couleur magnifique, une finition rare, un moteur qui me fait rêver, un intérieur parfait. Tout cela peut me faire perdre ma discipline. C'est humain. Moi aussi, je peux être tenté, mais je me répète une phrase simple, la bonne voiture ne demande pas de fermer les yeux. Si je dois ignorer un voyant, excuser un bruit, accepter l'absence de documents, croire une promesse vague et dépasser mon budget en même temps, ce n'est probablement pas la bonne voiture. L'achat d'occasion demande parfois de faire des compromis, mais il ne doit pas demander d'abandonner le bon sens.
Quand je parle avec le vendeur, j'observe aussi son comportement. Est-ce qu'il me laisse inspecter tranquillement? Est-ce qu'il accepte un essai raisonnable? Est-ce qu'il répond aux questions sans s'énerver? Est-ce qu'il reconnaît les défauts visibles? Est-ce que son histoire reste la même du début à la fin? Un vendeur peut être pressé, maladroit ou peu bavard sans être malhonnête, bien sûr. Mais l'attitude générale compte. La transparence se sent souvent dans les détails. Un vendeur qui dit « Oui, il y a cette rayure. Oui, j'ai changé les pneus ici. Oui, la clim a été rechargée l'an dernier. Non, je n'ai pas la facture de cette petite intervention » m'inspire parfois plus confiance qu'un vendeur qui répond « Elle est parfaite à toutes les questions ». Il faut savoir distinguer un défaut acceptable d'un défaut bloquant. Une rayure sur un pare-choc, un tissu un peu usé, une jante frottée, ce sont souvent des défauts cosmétiques. Ils peuvent servir à négocier, mais ils ne condamnent pas forcément la voiture. En revanche, un voyant moteur, une surchauffe, une boîte qui patine, un embrayage en fin de vie, une fuite importante, une structure accidentée, des papiers incohérents ou un vendeur qui refuse les vérifications sont des sujets beaucoup plus sérieux. Le prix peut parfois compenser un défaut, mais seulement si vous savez exactement ce que vous achetez et combien cela coûtera. Une réparation peut-être pas chère devient souvent beaucoup plus chère une fois la voiture chez vous. Un point que beaucoup oublient, c'est le temps. Acheter une voiture d'occasion dans l'urgence augmente les risques. Quand votre ancienne voiture tombe en panne, quand vous avez besoin d'un véhicule pour le travail, quand vous partez bientôt en vacances, vous êtes vulnérable. Vous voulez résoudre le problème vite. Et c'est précisément là que vous pouvez accepter une mauvaise affaire. Si possible, commencez vos recherches avant d'être obligé d'acheter. Donnez-vous le droit de comparer, de refuser, de revenir, de dormir une nuit avant de décider. Une bonne occasion n'est pas seulement une voiture disponible aujourd'hui, c'est une voiture qui reste une bonne décision demain matin. Si une garantie est proposée, je lis ce qu'elle couvre vraiment. Le mot garantie rassure, mais toutes les garanties ne se valent pas. Je veux connaître la durée, les pièces couvertes, les plafonds, les exclusions et les conditions d'entretien. Une garantie floue ne remplace pas une voiture saine, elle peut compléter un bon achat, pas sauver un mauvais achat. De la même manière, si le vendeur promet une préparation avant livraison, je veux savoir ce que cela veut dire concrètement. Une voiture lavée et parfumée n'est pas une voiture révisée. Je veux terminer avec une méthode simple que j'applique mentalement avant de dire oui. Je me demande si le modèle correspond à mon usage, si le prix correspond au marché, si l'état correspond au kilométrage, si l'entretien est prouvé, si l'essai est convaincant, si les documents sont clairs, si le vendeur m'inspire confiance et si je peux assumer les frais possibles. Si plusieurs réponses sont négatives, je n'achète pas. Même si la voiture est belle, même si la couleur me plaît, même si quelqu'un d'autre vient la voir après moi, il vaut mieux rater une bonne affaire que réussir une mauvaise. Acheter une voiture d'occasion, ce n'est pas chercher la perfection. La perfection n'existe presque jamais ou alors elle coûte très cher. Ce que je cherche, c'est l'équilibre. Une voiture cohérente, saine, entretenue, au bon prix, adaptée à ma vie avec un risque que je comprends et que j'accepte. Quand vous adoptez cette approche, vous changez complètement votre position. Vous n'êtes plus la personne impressionnée par une annonce brillante, vous devenez l'acheteur calme, préparé, difficile à manipuler. Et croyez-moi, dans le monde de l'occasion, cette attitude peut vous faire économiser énormément d'argent. Alors que la prochaine fois que vous verrez une annonce qui vous fait envie, ne vous précipitez pas, respirez, comparez, appelez, questionnez, vérifiez, essayez, inspectez, calculez et seulement ensuite décidez. Une voiture doit vous donner de la liberté, pas des regrets. Moi, Didier Manson, si je devais résumer tout ça en une seule idée, je dirais que le meilleur achat d'occasion n'est pas celui qui vous excite le plus au premier regard, mais celui qui reste logique après toutes les vérifications. Si cette vidéo vous aide à éviter une erreur, à mieux négocier ou à trouver une voiture fiable qui vous accompagnera longtemps, alors elle aura rempli son rôle. Prenez votre temps, gardez votre lucidité et souvenez-vous qu'une bonne affaire ne se juge jamais seulement au prix affiché, mais à tout ce qu'il y a derrière la voiture.